l'armée française doit être prête à un choc dans 3 ou 4 ans face à la Russie. Voici les mots du chef d'état-major des armées françaises, le général Fabien Mondon. Alors, a-t-il raison et faut-il s'en inquiéter? Eh bien, c'est la question du jour qu'on vous pose aujourd'hui sur le site du Figaro. Craignez-vous, comme le chef d'état-major des armées, un choc avec la Russie d'ici 4 ans? Et pour répondre à cette question, je suis avec Renaud Girard. Bonjour Renaud. Bonjour. Merci d'être avec nous pour reporter au Figaro. Votre chronique qui est à retrouver tous les mardis, bien évidemment, est ici. Que peut produire un second sommet Trump-Poutine? On en parlera un peu plus tard. Déjà, cette déclaration du chef d'état-major français, elle est quand même assez forte, prête à dire que l'armée française doit être prête à un choc face à la Russie dans 3 ou 4 ans. Oui, elle est très forte parce que la réalité, c'est qu'il y a eu à partir des années 90, si vous voulez, un désarmement total de la France. Sur tous les gouvernements socialistes, Jospin, etc., qui était l'idée de ne plus avoir de dépenses militaires pour tout mettre dans le social. L'État nounou dont la France s'est dotée et qu'elle n'est plus capable de financer d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Et là, avec l'agression russe contre l'Ukraine de 2022 a en fait réveillé les esprits et les stratèges. On s'est aperçu qu'on n'avait pas l'entièreté de la gamme des armes dans notre armée, que nous étions très en retard, par exemple, sur les drones. Et donc, ça a été une très forte piqûre de rappel et qu'évidemment, dans un monde qui devient plus dangereux, il faut des dépenses militaires conséquentes. C'est quand même le paradoxe des 20 dernières années. C'est à mesure que le monde devenait de plus en plus dangereux, eh bien, la France diminuait ses dépenses militaires. Et elle s'en est rendu compte finalement peut-être assez tard, avec ce qui s'est passé en Ukraine. On dit, la guerre en Ukraine a agi comme un électrochoc. Ça agit comme un électrochoc. Alors, il est évident que la France n'est pas menacée directement. Il n'y a pas de volonté russe d'annexer Paris. Mais la question importante pour nous, c'est que nous avons consenti librement des alliances. Nous sommes dans l'Alliance Atlantique. Même Nicolas Sarkozy nous a fait revenir dans l'organisation militaire intégrée. Et nous avons accepté que les pays baltes, et la Pologne, mais surtout les pays baltes, qui sont les plus vulnérables, entrent dans l'OTAN. Et puis nous avons aussi accepté que les pays baltes entrent dans l'Union européenne, et il y a des clauses de défense mutuelle dans l'Union européenne également. Et donc, les pays sont nos alliés. Pacta sunt servanda, nous avons des alliances, nous devons les respecter. Et pour faire en sorte, pour dissuader la Russie de vouloir manger un morceau d'un pays balte, par exemple Narva en Estonie, un exemple assez évident, eh bien, il faut une dissuasion conventionnelle. C'est-à-dire qu'il faut le déploiement de troupes françaises et européennes prépositionnées dans ces pays-là, dans ces pays qui sont nos alliés, pour qu'effectivement les Russes se disent « Attention, si j'attaque ce pays, je vais devoir tuer des soldats français. » Ça, c'est très important. Pour avoir une armée opérationnelle, il faut faire des efforts. Aujourd'hui, si vous vouliez envoyer un corps expéditionnaire dans le nord de l'Europe, au maximum, ça serait 16 000 hommes, et donc, pour en avoir 8 000 dans la tranchée en permanence. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, ces hommes, il faut bien les relever de temps en temps. Même en 1914, on relevait les unités. Donc, nous avons une armée de terre extrêmement faible et nous avons la dissuasion nucléaire, ce qui est une très bonne chose, qui a permis depuis le général de Gaulle de regarder les présidents de Russie droit dans les yeux quand on avait des entretiens avec eux. Mais il nous faut aussi évidemment une dissuasion conventionnelle parce que nous n'allons pas effectivement faire une guerre nucléaire pour Narva ou pour des bouts de terre En Estonie. dans l'Estonie ou en Lituanie ou en Lettonie. Il faut préparer cette éventualité que nous ne souhaitons pas. Nous ne souhaitons absolument pas faire la guerre à la Russie, évidemment. Nous souhaitons avoir les meilleurs rapports avec la Russie, continuer à
célébrer l'amitié franco-russe ancienne. Oui, mais est-ce que ça, c'est encore possible aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine et ce qui s'y passe Alors, c'est très difficile. Moi, je pense que d'ailleurs, on devrait continuer à honorer les pilotes du Normandie-Niemen. Vous savez, cette épopée héroïque des pilotes de la France libre que De Gaulle avait envoyé sur le front russe pour aider les Russes envahis par les Allemands. Ça, c'est très important. Il ne faut pas nier l'histoire. Voilà, 85% des divisions hitlériennes ont été détruites par les Russes, par personne d'autre, enfin par l'armée rouge. Il y avait d'ailleurs aussi, dans cette armée rouge, des Ukrainiens qui combattaient du beau côté. Il y avait aussi des Ukrainiens qui étaient avec les Allemands, mais il y avait aussi beaucoup d'Ukrainiens à Stalingrad, il y avait beaucoup d'Ukrainiens dans l'armée rouge. Et ils sont d'ailleurs très bien battus. Et comme leurs camarades russes, il n'y avait pas énormément de différence. À l'époque, on ne faisait pas de différence entre Ukrainiens et Russes au sein de l'Union soviétique. Donc oui, il faut se préparer à toute éventualité pour éviter que la guerre ne déborde. Et la meilleure manière de parer à toute éventualité, c'est évidemment la dissuasion. C'est de la dissuasion, c'est finalement de montrer nos muscles et montrer que si la Russie nous attaque, en tout cas attaque un pays de l'Europe ou de l'OTAN, on est suffisamment solide. On est suffisamment solide et on a surtout la seule garantie qu'on peut donner, parce qu'il ne faut pas, vous savez, c'est des pays, c'est petit, donc on ne peut pas se permettre une action russe militaire. Donc c'est pour ça qu'il faut des éléments prépositionnés. Il faut des éléments français, des éléments anglais, espagnols, allemands et américains, prépositionnés, pour que les Russes comprennent bien que on ne peut pas attaquer un pays de l'OTAN comme ils ont pu attaquer l'Ukraine. Ce n'est pas les mêmes conséquences. Oui, mais est-ce que ça, Vladimir Poutine peut le voir comme un signe d'escalade, lui qui voit beaucoup de choses finalement comme des signes d'escalade depuis ces dernières années? Oui, écoutez, Vladimir Poutine, pour le moment, c'est lui qui, en fait, refuse à cesser le feu. Il a quand même eu une offre en or présentée par Donald Trump, d'oublier tout le passé, d'oublier les sanctions, de faire un énorme business entre l'Amérique et la Russie, sur l'Arctique, sur le pétrole, sur toutes différentes choses. Et malgré cette offre en or, il refuse une chose très simple que lui demande Donald Trump, un cessez-le-feu sur les lignes de front actuelles. Cessez-le-feu qu'a déjà accepté Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Donc là, il y a une sorte de refus, je dirais, je le vois comme quasi irrationnel, en tout cas économiquement sûrement irrationnel de la part de Poutine. Je ne sais pas ce qu'il veut. Il veut la grande victoire. Il veut sans doute prendre Odessa et priver l'Ukraine de tout accès à la mer Noire. Je ne sais pas exactement où il veut aller, mais il avait une occasion, Poutine, de se sortir la chemise sèche de son aventure militaire de février 2022 et il ne la saisit pas. Est-ce que c'est assez irrationnel. Est-ce que c'est pas ça aussi qui est inquiétant de voir que même des portes de sortie rationnelles, il ne les prend pas? Oui, c'est inquiétant, d'autant plus que je pense que au sein de son administration, il y a des gens qui lui conseillent d'arrêter les frais. Je pense à son conseiller, qui est l'ami de Witkoff, Kirill Dmitriev, qui est un diplômé de Stanford et de Harvard, et qui dirige le Fonds souverain russe. Je pense à la gouverneure de la Banque centrale russe. Je pense même à son premier ministre de Poutine, qui dit qu'il faut arrêter les frais. Et il ne les écoute pas pour le moment. Il préfère continuer la guerre. Une guerre, en plus, qui n'est pas du tout sûre de gagner, parce que finalement, vous savez, au bout de... On est plus de 3 ans et demi de guerre entre donc la Russie et l'Ukraine, mais lors de la Deuxième Guerre mondiale, au bout de 3 ans et demi de guerre, l'armée rouge, elle était déjà en Allemagne. Elle n'avait pas encore pris Berlin, mais elle va le prendre dans quelques mois, quoi. Et donc là, il n'avance vraiment pas beaucoup. Ça fait 1 an et demi qu'il essaie de prendre la bourgade de Pokrovsk. La démonstration militaire russe n'est pas époustouflante.
Alors, évidemment que l'Ukraine n'a aucune chance de battre la Russie. L'Ukraine n'a aucune chance de reprendre militairement la Crimée. Nous sommes tous d'accord. Mais on ne propose pas quelque chose d'impossible à défendre chez lui, à Poutine. On lui dit juste un cessez-le-feu, que la boucherie s'arrête. C'est une très bonne idée, très saine de Donald Trump. On rappelle la question du jour qu'on vous pose aujourd'hui sur le site du Figaro. Craignez-vous, comme le chef d'état-major des armées, un choc avec la Russie d'ici 4 ans? On le disait, 4 ans, ça paraît assez court. On peut parler aussi quand même de la guerre. Il n'y a pas de guerre en tant que telle, mais il y a une guerre hybride en ce moment, on peut l'appeler comme ça, avec les pays de l'Union européenne, de la Russie. On a parlé de cette tête de cochon déposée devant les mosquées. Alors, on n'a pas fait le lien direct forcément avec la Russie, mais tous les regards Oui, il y a une guerre hybride, une guerre hybride, effectivement, une cyberguerre les Russes laissent leurs cyberpirates agir, qui sont plus ou moins contrôlés par les services de sécurité. Mais ça, il faut se défendre. Il n'y a pas que la Russie qui attaque et qui espionne les Français. Voilà. Ça, c'est tout à fait certain. Mais je pense que le chef d'état-major parlait d'une vraie guerre. Oui, et cette vraie guerre, ça ne pourrait arriver que... je ne pense pas que les Russes soient assez fous pour attaquer la Pologne, mais les États baltes, sous un prétexte ou un autre, par exemple, pourraient toquer l'Estonie en disant, parce qu'il y a des villes qui sont très russophones, voilà, il faut voir quand même que c'est des pays qui ont été, notamment pour l'Estonie et la Lettonie, qui ont été dans l'Empire russe depuis le XVIIIe siècle, c'est depuis la bataille de Poltava, quand les Russes ont battu les Suédois. Avant, c'était détenu par le Royaume de Suède, mais ensuite, c'était détenu par la Russie, alors qu'ils ont été indépendants après le traité de Versailles, donc de 1920 à 1939, ces pays baltes, et ensuite ils ont été victimes du pacte germano-soviétique, et donc les Russes, Staline les a repris avant évidemment que les Allemands reprennent les pays baltes et ensuite attaquent la Russie. Est-ce qu'on joue à se faire peur avec des déclarations comme ça, selon? Alors, c'est pas à se faire peur, mais il est un tout petit peu dans son rôle. Il est chef d'état-major, donc il faut que les armées françaises soient prêtes à d'éventuelles confrontations. Les confrontations existent, elles ne sont pas si loin de notre territoire. Et nous sommes... Enfin, nos régiments, l'autre jour, je suis allé dans l'ancien régiment, le 27e bataillon de chasseurs alpins, où j'ai fait mon service militaire comme chef de section de combat, comme sous-lieutenant. Et cette unité d'élite, qui est déployée en Afghanistan un peu partout, n'était pas, ou commençait tout juste, à être équipée de drones. Et ce n'est pas la DGA qui les fournissait, c'était le pauvre chef de corps qui devait jongler avec les finances de son bataillon pour acheter des drones dans le commerce. Il devrait y avoir un équipement massif de tous les régiments français en drones, puisque c'est la guerre moderne, on nous l'a prouvé. Eh bien, oui, on peut dire que ça tarde. Et donc, je pense que le chef d'état-major est totalement dans son rôle quand il tire la sonnette d'alarme pour que les politiques et les députés qui votent les finances, eh bien, choisissent des priorités. Et selon moi, les priorités, c'est qu'il faut renforcer l'État régalien, c'est-à-dire nos armées, notre police, notre justice, aussi la formation de nos élites, l'éducation nationale, mais on ne peut pas tout faire. Et donc, il faudrait en fait sacrifier l'État nounou, c'est-à-dire l'État qui donne de l'assistanat à tout le monde pour un oui ou pour un non, et se concentrer sur l'État régalien, mais dans un monde qui est devenu plus dangereux extérieurement et intérieurement. Effectivement, le chef d'état-major a raison de souligner ce problème pour la France, de même d'ailleurs qu'on peut souligner des problèmes pour notre sécurité intérieure. Alors, cette question, est-ce que vous, Renaud, vous craignez justement un choc avec la Russie d'ici 4 ans? Alors,
je ne crains pas un choc avec la Russie personnellement. C'est-à-dire, je ne crois pas que on va appeler mes enfants sur le front contre la Russie. Je ne le crois pas. Mais je pense que nous devons nous tenir prêts à honorer nos alliances, et notamment dans les pays baltes. Nous sommes alliés avec ces pays-là, et donc avoir des troupes très positionnées. Et je ne peux pas exclure une deuxième aventure de Vladimir Poutine, notamment dans un pays balte. Pourquoi je ne veux pas l'exclure? Parce qu'il me montre aujourd'hui un moment d'irrationalité en refusant l'offre en or proposée par Donald Trump, c'est-à-dire un cessez-le-feu sur les lignes de front actuelles, assorti d'une levée des sanctions américaines contre la Russie. L'Europe suivrait évidemment ensuite les États-Unis, et de la reprise d'un grand business avec les Russes. Et en fait, ce que propose Trump, c'est aussi une amnistie générale. Et là, Poutine n'accepte pas. Et c'est d'ailleurs, c'est ça qui a mis en colère Trump et qui lui a fait annuler la perspective ou reporter en tout cas la perspective d'un sommet en Hongrie avec Vladimir Poutine. C'est ça, c'est ce deuxième sommet dont vous nous parliez dans votre chronique. Que peut produire un second sommet Trump-Poutine? On le disait, ce sommet qui était plutôt bien parti sur les rails a été reporté, signé, on peut le dire. En quoi est-ce que ce serait ça qui réglerait tout finalement? Alors, ça serait déjà, s'il y avait un cessez-le-feu, déjà, d'arrêter un massacre entre frères slaves orthodoxes, ça serait évidemment une très bonne nouvelle, déjà, pour commencer. Bien sûr que ça ne réglerait pas tout, mais c'est comme arrêter le massacre à Gaza, c'est déjà assez important. Et ce sont des dynamiques de paix. Après, peuvent s'enclencher une dynamique de paix avec, évidemment, des négociations politiques qui peuvent être très ardues et très longues. À la clé, c'est évident. En fait, Donald Trump était tout à fait prêt pour ce sommet. Il pensait qu'il allait convaincre Vladimir Poutine d'un cessez-le-feu immédiat. Quand les diplomates américains ont parlé aux diplomates russes, notamment Marco Rubio avec Lavrov, ils ont compris qu'en fait, les Russes n'avaient absolument pas changé de position et qu'ils maintenaient une exigence totalement exorbitante, qui est de dire qu'ils voulaient que Zelensky, le président ukrainien, donne à la Russie l'intégralité de l'oblast de Donetsk, alors que les Russes n'en contrôlent que les 2/3. Et donc, on ne voit pas le président ukrainien, alors que ses soldats ont si vaillamment défendu la terre ukrainienne, on ne voit pas le président ukrainien donner de la terre ukrainienne comme ça à la Russie. Il peut accepter un cessez-le-feu pour stopper le massacre, surtout qu'évidemment, il y a beaucoup de fatigue en Ukraine de la guerre, mais de donner des territoires comme ça, il a un bon argument, Volodymyr Zelensky. Il dit, si je lui donnais ce territoire, ça ne servirait dans l'esprit de Poutine que comme une planche pour mieux rebondir, pour aller plus loin, pour m'attaquer dès qu'il aura fait un peu reposer son armée. Effectivement. Merci beaucoup. En tout cas, Renaud Girard, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre poste. Merci de m'avoir invité. Que peut produire un second sommet Trump-Poutine, que vous pouvez trouver sur le site du Figaro. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Bonne journée sur le Figaro.